7 minutes ont suffi pour effacer Dar es Salaam des cartes numériques, un choc brutal dans un continent habitué à mesurer le pouvoir par la durée. En 60 ans de stabilité proclamée, jamais un effondrement simultané de 90% du trafic n'avait révélé aussi clairement la fragilité que l'on croyait maîtriser. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ce vide soudain et y voyait plus qu'une panne, une question sur qui peut encore parler quand tout s'éteint. Et dans ce silence suspendu, chaque seconde semblait annoncer un verdict à venir. Ce récit ne cherche pas à expliquer seulement une coupure, mais à montrer comment 7 minutes peuvent révéler ce qu'un État tait depuis des années. Derrière la promesse de stabilité numérique, l'enjeu réel apparaît clairement. Comprendre comment une panne éclaire les rapports de force invisibles. Cette compréhension devient essentielle, car elle transforme un incident technique en miroir politique, capable d'exposer ce que les discours officiels tentent d'engloutir. Au-delà des rues de Dar es Salaam et des serveurs figés, une question traverse désormais toute l'Afrique connectée. Comment une société réagit-elle quand la vérité peut être suspendue à un seul interrupteur? Les étudiants, les commerçants, les ingénieurs et les journalistes se retrouvent pris dans une même tension, celle où le silence devient un instrument mesurable. Et c'est précisément là qu'émerge la promesse de ce récit: suivre pas à pas les données, les gestes et les voix qui ont transformé une panne en expérience politique. Un détail minuscule, une chute de trafic, peut parfois révéler un bouleversement beaucoup plus vaste. C'est cette disproportion qui ouvre la voie à la suite. La vérité est d'abord apparu sous la forme d'un chiffre presque anodin. 7 minutes exactement, pendant lesquelles 90% du trafic tanzanien se sont effondrés d'un seul coup. Ce n'était pas seulement une anomalie technique, mais le premier signe d'une expérience grandeur nature sur la maîtrise de la parole dans un pays réputé stable depuis 6 décennies. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ces données en temps réel. Il voyait dans cette synchronicité improbable une fracture plus vaste que la Tanzanie seule, comme si le continent tout entier apprenait soudain la fragilité de sa respiration numérique. Les explications officielles évoquaient des câbles sous-marins brisés, mais les journaux de données racontaient autre chose. Un effacement simultané, une chute uniforme, sans gradient, presque trop parfaite pour être accidentelle. Dans la ville, les bureaux de vote de Kimar et d'Obongo flambaient, tandis que des vidéos d'urnes renversées circulaient brièvement via VPN avant d'être supprimées, puis réapparues sur des serveurs étrangers comme des braises impossibles à étouffer. Les jeunes scandaient Uhuru Kwa Wote, les taxis klaxonnaient, les vendeurs frappaient des casseroles, et chaque nuage de gaz lacrymogène donnait naissance à une nouvelle séquence filmée, une nouvelle preuve. Aïcha, étudiante de 22 ans, devint malgré elle le visage de cette nuit. Son selfie posté sous les lampadaires, accompagné de la phrase: s'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue, se transforma en mot d'ordre à travers tout le pays. Les rédactions locales tentaient de contourner la censure par des sites miroirs, les chauffeurs imprimaient des tracts, les universitaires organisaient des relais d'information improvisés. Dans ce chaos mesuré, un mouvement prit forme. UAZ, un simple mot signifiant transparence, mais une idée capable de se propager malgré le silence imposé. Et à mesure que la nuit avançait, les données brutes, chutes de trafic, latences aberrantes, serveurs redémarrés en mode restreint, dessinaient une cartographie de la peur bien plus précise que n'importe quel discours politique. Ainsi se posait enfin la réponse à la question ouverte plus tôt. Quand une ville disparaît du réseau, ce n'est pas le bruit qui manque, mais la vérité qui cherche un passage.
Au petit matin, les premières voix capables de décrire ce qui s'était réellement passé ne venaient ni des ministères ni des studios télévisés, mais de celles et ceux qui avaient vu la nuit se déchirer de l'intérieur. Parmi eux, deux figures devinrent rapidement les guides involontaires d'un pays désorienté. Le premier cas fut celui d'un chauffeur de taxi de Kariakou, témoin direct de l'effondrement des communications. Privé de terminal mobile, il avait dû revenir au geste ancien, élaire les passants, transmettre les nouvelles à voix haute, expliquer que les paiements électroniques refusaient de s'exécuter. Dans son véhicule, les clients racontaient la même scène. La carte SIM redevenue muette, l'écran figé sur une roue tournante et le sentiment presque physique que quelque chose avait été coupé ailleurs, volontairement. Sans le vouloir, il devint un nœud d'information, un relais, que les rues reconnaissaient. Le second cas venait de l'université de Dar es Salaam. Un professeur d'informatique, habitué aux fluctuations habituelles du réseau, comprit immédiatement que la panne n'avait rien de normal. Il avait observé sur ces instruments une chute symétrique, parfaitement alignée, semblable au redémarrage coordonné d'un parc de serveurs. Avec quelques étudiants, il monta un réseau maillé minimaliste dans un dortoir, utilisant des clés USB comme vecteur de transfert. En moins d'une heure, les messages circulaient à nouveau hors du contrôle central. Ces deux trajectoires, l'une populaire, l'autre universitaire, dessinèrent les premiers contours d'une résistance qui n'avait pas besoin d'être organisée pour exister. Elles révélèrent surtout une vérité simple. Lorsque la technologie s'effondre, la société réinvente ses propres chemins, et ces chemins, fragiles mais obstinés, allaient bientôt peser davantage que la coupure elle-même. Avant la coupure, la Tanzanie baignait dans une routine rassurante. Un trafic stable, des bureaux de vote encore éclairés, des journaux en pleine préparation pour la journée suivante. Après la coupure, tout se mit à basculer en strates rapides, comme si chaque minute déclenchait un mécanisme inédit. Cette rupture nette forma l'ossature de la séquence qui suivit. Un enchaînement d'actions courtes, brutales, impossibles à dissimuler. C'est à ce moment-là que tout a réellement commencé. À 23h17, Dar es Salaam s'éteignit. Les opérateurs télécoms virent leur tableau de bord virer au rouge en 20 secondes. Les premiers messages internes parlaient d'un effondrement non localisé. Dans les rues, l'obscurité numérique créa un silence étrange. Pas de notification, pas de bruit d'appel, pas même le clignotement familier des tours cellulaires. Les chauffeurs sentirent le changement avant tout le monde car leurs terminaux cessèrent de répondre simultanément. Dans les dortoirs universitaires, les étudiants se ruèrent vers les fenêtres, surpris par l'absence totale de signaux. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré regardait les données de NetBlocks tomber d'un seul bloc, comme une ligne parfaitement droite sur un électrocardiogramme soudain vide. Puis, l'intensité des événements a soudain atteint son point le plus critique. À peine 10 minutes plus tard, les bureaux de vote de Kimar et d'Obongo prirent feu, filmés par quelques téléphones encore accessibles via des VPN bricolés. Les vidéos circulèrent de serveur en serveur, disparaissant puis réapparaissant comme des étincelles que personne n'arrivait à étouffer. Les rues s'emplirent de slogans, de gaz lacrymogènes, de casseroles frappées en rythme. Une étudiante fut vue brandissant son téléphone éteint comme un symbole. Plus de réseau, mais plus de peur non plus. Des ingénieurs au chômage montèrent un VPN artisanal en reliant 3 modems récupérés, créant un minuscule tunnel jusqu'à Nairobi. Les images censurées traversèrent la frontière en moins de 2 heures. Le mouvement Ouazé naquit au milieu de cette agitation. Un mot simple, transparence, mais une force contagieuse. Dans le palais de Dodoma, les ministres improvisèrent une cellule de crise nocturne. Un rapport top secret s'ouvrait par les mots situation incontrôlable. La présidente resta silencieuse, mais ses conseillers l'avertirent. Si nous perdons le récit, nous perdons le contrôle. Elle répondit. Nous reprendrons le récit hors ligne. Au petit matin,
Les répercussions de la nuit se faisaient déjà sentir. Au matin, les rues semblaient calmes, mais la tension habitait chaque maison. Les fonctionnaires travaillaient hors ligne, redécouvrant l'écriture manuelle. Les journaux indépendants tentèrent de ressusciter leurs serveurs via des relais improvisés. Les marchés devinrent des lieux de nouvelles à voix haute, les taxis transportèrent les rumeurs comme des bulletins. Les étudiants organisèrent des ateliers clandestins de codage pour contourner la censure. Les quartiers populaires ne recevaient que 3 heures de réseau par jour contre 9 dans les zones diplomatiques. Ce déséquilibre révéla des fractures inattendues. Là où l'écran restait noir, la rue redevenait agora. Les ingénieurs interrogés anonymement évoquaient un effacement coordonné, impossible sans ordre politique. Les données, elles, révélaient une baisse de 42% supplémentaire dans les 24 heures suivantes et 17 serveurs gouvernementaux redémarrés en mode restreint. Et tandis que le gouvernement parlait de menaces extérieures, les connexions VPN augmentaient de 310%. Dans ce va-et-vient de preuves, d'images et de silence, un fil commun apparaissait. Le continent observait, respirait et comprenait. Et depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré voyait dans cette suite d'événements non pas un chaos isolé, mais un test grandeur nature pour la souveraineté africaine. Le premier repère chiffré fut clair, une chute immédiate de 90% du trafic, puis un ralentissement additionnel de 42% dans les 24 heures suivantes, un écart qui dessinait une trajectoire plus politique que technique. Ce delta révélait une dynamique précise. La panne n'était pas un point, mais une pente contrôlée. La seconde mesure, plus discrète mais tout aussi importante, concernait les 17 serveurs gouvernementaux redémarrés en mode restreint, une configuration jamais observée dans les systèmes publics tanzaniens. Ce chiffre soulignait une intention structurelle, car un tel redémarrage exige une commande simultanée. Enfin, la hausse de 310% des connexions VPN complétait le tableau clé, indiquant qu'une population privée d'accès direct cherchait activement une issue numérique. Cette croissance fulgurante révélait l'ampleur de la rupture de confiance. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré compilait ces données avec attention, non pour s'immiscer dans la crise tanzanienne, mais pour comprendre ce que disent les nombres lorsqu'un État perd le contrôle du récit. Pour lui, chaque pourcentage racontait une scène que les discours officiels tentaient d'effacer. Dans les universités, les professeurs en cybersécurité confirmaient que l'effondrement simultané de tant de points d'accès ne pouvait provenir d'un simple incident matériel. Dans les quartiers populaires, les habitants remarquaient un phénomène inattendu, la durée variable des rétablissements, plus longue dans les zones pauvres que dans les districts diplomatiques. Cette asymétrie numérique prouvait que la panne n'était pas seulement un effondrement technique, mais un révélateur social. Les ingénieurs interrogés anonymement décrivaient une signature identique. Latence uniforme, redémarrage parallèle, absence d'erreur progressive. Un effacement propre, presque chirurgical. Dans les rédactions, les journalistes juxtaposaient ces données avec les images venues des campus, montrant que la coupure n'avait pas seulement brouillé les voix, mais cristallisé les frustrations. Le mouvement UAZ s'appuyait d'ailleurs sur ces chiffres pour structurer sa rhétorique. Transparence contre opacité, données contre narration officielle. Chaque chiffre devenait un argument, chaque graphe une preuve. Les marchés donnaient une indication supplémentaire. L'effondrement de 38% des transactions mobiles en 3 jours. Ce recul brutal révélait une dépendance critique vis-à-vis d'infrastructures externes. Les entrepreneurs locaux, confrontés à ce choc, proposèrent rapidement des solutions hybrides destinées à réduire cette vulnérabilité. L'économie elle-même fournissait donc un diagnostic parallèle, chiffré, indiscutable. Dans les palais de Dodoma, les stratèges
tentait de reformuler ces données en menaces extérieures, invoquant cyberattaques et tentatives de déstabilisation. Mais les chiffres contrariaient cette version. Aucune fluctuation progressive, aucun signe d'incursion étrangère dans les registres connus. Les données montraient une interruption interne parfaitement synchronisée. À mesure que ces éléments se diffusaient, une question gagnait en intensité. Comment un pays peut-il espérer reconstruire la confiance lorsque les courbes, les temps de réponse et les pourcentages racontent une histoire radicalement différente de la parole officielle? Et dans ce décalage, un enseignement se dessinait. Les pannes techniques peuvent être réparées, mais les pannes de confiance, elles, laissent des traces bien plus durables. Les chiffres ne criaient pas, mais leur silence précis bousculait tout un récit national. Et au cœur de cette lecture méthodique, Ibrahim Traoré voyait se dessiner les fondations d'un débat continental où la souveraineté ne se mesurerait plus seulement en frontières, mais en bande passante et en capacité de dire la vérité. Le premier argument, avancé par les partisans du gouvernement, reposait sur une idée simple. La coupure serait le résultat d'une attaque étrangère visant à déstabiliser un pays souvent présenté comme un pilier de continuité politique en Afrique de l'Est. Selon eux, la Tanzanie, parce qu'elle attirait des investissements internationaux et entretenait des partenariats stratégiques, serait devenue une cible idéale pour des acteurs extérieurs cherchant à ternir son image ou à interférer dans ses processus internes. Il soulignait que les tensions régionales, les rivalités économiques et les intérêts géopolitiques pouvaient suffire à expliquer un sabotage numérique. Dans cette perspective, la panne n'était pas un dysfonctionnement, mais une agression. En face, les défenseurs de la transparence développaient un argument tout aussi structuré. Pour eux, l'effondrement simultané de 90 du trafic, la baisse supplémentaire de 42% le lendemain et les 17 serveurs gouvernementaux redémarrés en mode restreint constituaient une signature interne, trop cohérente pour être le produit d'une attaque externe. Ils appuyaient leur thèse sur les vidéos d'Aïcha, sur les copies massives du message Kimia Sioamani et sur l'activité VPN multipliée par plus de 3. Selon cette lecture, la coupure servait à neutraliser une jeunesse connectée au moment où des tensions politiques prenaient forme dans les rues. La confrontation entre ces deux versions semblait irréconciliable, mais un examen attentif des données offrait un point de convergence possible. Si une attaque extérieure avait eu lieu, elle aurait laissé des traces progressives, fluctuations, tentatives de pénétration, anomalies séquencées. Or, les opérateurs rapportaient une interruption nette, uniforme, sans escalier ni gradient, un effacement qui ressemblait davantage à un ordre centralisé qu'à une offensive externe. De plus, les serveurs diplomatiques avaient été déconnectés pour entretien, un geste difficile à concilier avec une posture de défense réactive. Ainsi, en confrontant les deux récits au prisme des données disponibles, la version interne acquérait une cohérence supérieure, non parce qu'elle était politiquement plus séduisante, mais parce que ses indices s'imbriquaient sans contradiction. Le désaccord persista, mais les chiffres, eux, formaient un fil continu qui résistait aux interprétations concurrentes. Lorsque la panne semblait s'atténuer, un détail, presque discret, modifia brusquement la compréhension collective. Les premières minutes de rétablissement ne ramenèrent pas les voix officielles, mais les messages circulant sur les réseaux chiffrés, comme si l'ordre institutionnel avait perdu la priorité dans son propre système. Dans plusieurs quartiers de Dar es Salaam, des vidéos censurées réapparurent avant même que les portails gouvernementaux ne s'ouvrent, révélant un circuit d'information parallèle devenu plus rapide que les canaux légitimes. Cette inversion
minuscule en apparence, fut interprété comme un basculement décisif. L'architecture numérique du pays ne servait plus l'État en premier, mais la population qui cherchait à contourner le silence. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observa ce renversement avec une attention particulière. Pour lui, ce n'était pas un simple incident, c'était la démonstration d'une vérité plus profonde, où la capacité d'un peuple à réinventer ses propres chemins d'accès devenait un acte politique en soi. Les marchés, les bus, les universités redoublaient d'ingéniosité, utilisant clés USB, points Wi-Fi sauvages et relais humains pour diffuser les nouvelles. Ce maillage improvisé prouvait que la panne n'avait pas éteint la parole, mais déplacé son centre de gravité. À ce moment précis, la crise cessa d'être une coupure et devint un révélateur. Les heures qui suivirent la panne révélèrent des effets profondément différents selon les groupes touchés, comme si la même coupure avait produit quatre mondes parallèles. Cette divergence, longtemps ignorée, devint l'un des enseignements les plus puissants de la crise, celui qui répondait enfin au basculement formulé au midpoint. Sur le plan national, la situation prit une dimension plus profonde. Pour l'État, l'effacement numérique fut d'abord un défi de contrôle. Les serveurs diplomatiques avaient été coupés pour entretien, mais cette justification peinait à se maintenir face à l'uniformité des données. Les ministères durent improviser des cellules de crise sans réseau fiable, compilant les rapports sur papier, transportant les décisions par messager. Cette lenteur nouvelle exposait une fragilité structurelle. Un pays vanté pour sa stabilité administrative se retrouvait dépendant de ses infrastructures extérieures. La confiance interne se fissurait car la version officielle divergeait trop nettement des chiffres visibles. Du côté des entreprises, les conséquences furent immédiates et visibles. Les entreprises furent parmi les premières à subir l'impact. Les paiements mobiles chutèrent de 38% en 3 jours, puis 60% dans les services de transfert d'argent, révélant une dépendance massive à des solutions hors du contrôle national. Les entrepreneurs durent réinventer des méthodes de travail rudimentaires, devises imprimées, factures manuscrites, transport de données via clé USB. Mais cette contrainte inspira aussi une forme de résilience nouvelle. Des startups locales commencèrent à esquisser des outils hybrides, chiffrés, capables de fonctionner en mode dégradé, comme si la panne avait ouvert un marché involontaire, celui de l'autonomie technologique. Pour la population, la coupure devint un révélateur social inattendu. Dans les quartiers populaires, la coupure devint un révélateur social. 3 heures d'accès par jour dans certaines zones, contre 9 dans les districts diplomatiques. L'inégalité numérique devint visible à l'œil nu. Mais là où l'écran restait noir, la rue renaissait comme un espace d'information. Des marchés improvisaient des assemblées, les chauffeurs devenaient messagers, les familles organisaient des relais de nouvelles. La voix humaine reprenait un rôle central, et chaque récit transmis oralement devenait un acte de résistance. Le message d'Aïcha, la vérité ne se débranche pas, dépassa les réseaux pour devenir une phrase murmurée à voix basse dans les bus et les églises. À l'échelle régionale et internationale, l'impact prit une toute autre ampleur. À l'échelle régionale, l'effet fut plus large que prévu. Les images et les données contournant la censure circulèrent rapidement vers Nairobi, Accra, Dakar, Bamako. Des forums chiffrés réunirent des jeunes de plusieurs pays discutant de souveraineté numérique, comme si la panne tanzanienne avait offert un vocabulaire commun. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré interprétait cette effervescence comme un signal continental. La question n'était plus seulement qui parle, mais qui contrôle l'interrupteur. L'Afrique semblait soudain se reconnaître dans cette fragilité partagée. Ainsi, la panne avait cessé d'être un événement isolé. Elle devenait une matrice d'enjeux techniques, sociaux, politiques,
économique qui dépassait largement les frontières de la Tanzanie. À mesure que les jours passèrent, une interrogation domina les analyses. Que deviendrait la Tanzanie dans les 6 à 12 prochains mois si la fracture numérique révélée par la panne ne trouvait pas de réponse claire? Les données, les rues, les marchés et les campus convergeaient vers trois trajectoires possibles, chacune porteuse d'un avenir radicalement différent. Dans une première éventualité, un scénario de stabilité fragile semblait possible. Dans cette option, le gouvernement parvient à restaurer un fonctionnement minimal sans modifier sa posture. Les plateformes étrangères coopèrent davantage au filtrage local, les opérateurs renforcent leurs protocoles de surveillance et l'économie retrouve un rythme ralenti mais continu. La confiance, en revanche, reste cassée. Les citoyens vivent dans un climat d'anticipation, convaincus que la coupure pourrait revenir à tout moment. L'État respire, mais avec une cicatrice numérique visible. Cette voie devient réaliste si les autorités ne réforment que l'essentiel, sans toucher au cœur du problème, la transparence. Une seconde trajectoire, plus optimiste, laissait espérer une souveraineté partagée. Sous pression régionale et diplomatique, un cadre plus large se mettrait en place. Des ingénieurs issus du mouvement UAZ participeraient aux réformes d'infrastructures, les universités deviendraient des laboratoires civiques et la liberté d'expression serait intégrée aux objectifs économiques. Les tensions persisteraient, mais le pays redéfinirait la relation État-citoyen autour d'un principe, la vérité comme ressource stratégique. Ce scénario dépend d'une condition claire. Si les institutions acceptent de partager le pouvoir narratif, alors une modernisation durable devient possible. La troisième option, la plus sombre, esquissait un avenir marqué par la fermeture et la fragmentation. Les élites, inquiètes, pourraient choisir la crispation. Plus de contrôle, plus de coupures ciblées, des investisseurs quittant le pays et une diaspora numérique en formation. Le réseau se morcellerait en zones autonomes, chaque région inventant ses propres circuits de communication, souvent hors contrôle de l'État. La parole officielle s'isolerait dans sa propre bulle, tandis que les citoyens construiraient leur micro-réseau parallèle. Dans ce chaos ordonné, le pouvoir parlerait seul. C'est l'issue la plus instable, mais pas la moins plausible si les contradictions actuelles s'aggravent. Non. Au centre de ces trois voies se trouve une même leçon. Un pays peut reconstruire ses infrastructures, mais il ne peut reconstruire la confiance qu'en acceptant que la parole publique et la parole citoyenne soient deux piliers d'un même récit. Pour beaucoup, ce qui s'est passé à Dar es Salaam aurait pu rester un épisode lointain, un simple événement inscrit dans l'actualité d'un autre pays. Mais à mesure que les témoignages circulaient, quelque chose se produisit. Chaque lecteur, chaque spectateur, chaque citoyen commença à y reconnaître une part de sa propre expérience. Non pas parce qu'il avait vécu la même panne, mais parce qu'il connaissait ce sentiment universel, celui d'être soudain tenu à l'écart de la vérité. Pour les jeunes connectés, cette expérience laissa une impression durable. Pour René, la coupure rappela à quel point leur liberté dépend d'infrastructures qu'ils ne contrôlent pas. La débrouillardise des étudiants tanzaniens, leur réseau bricolé, leurs relais improvisés, résonnaient comme une démonstration que le courage numérique commence souvent dans les gestes minuscules. Une première suggestion s'en dégageait: apprendre à diversifier ses canaux d'accès, non pour se méfier, mais pour rester autonome. Pour les familles et les travailleurs, le silence numérique prit une dimension intime. Dans chaque foyer, la question du silence prit une dimension intime. Les parents se souvenaient d'autres périodes où l'information circulait mal, où le doute s'installait dans les interstices du quotidien. Ces récits rappelaient l'importance de maintenir un lien humain, audible, même lorsque les écrans se vident. D'où une seconde suggestion: cultiver des espaces de parole directe,
de voisinage, de proximité. Pour les acteurs publics et éducatifs, cette panne devint un cas d'étude incontournable. Pour eux, la panne devint une étude de cas, un rappel sévère que l'éducation civique ne peut se limiter aux institutions. Le blackout montrait qu'un peuple éclairé sait s'organiser, interpréter, relier les points, même dans l'obscurité. Les enseignants, les journalistes, les juristes pouvaient y voir un point de départ. Intégrer la littératie numérique comme une compétence citoyenne essentielle. Ainsi, au-delà des frontières, cette nuit devint un miroir, et chacun, en s'y regardant, comprenait que le silence n'est jamais neutre. Pour transformer une panne en fondation durable, encore fallait-il tracer un chemin clair, praticable, mesurable. Les acteurs du mouvement UAZ, depuis les campus, les Sundits, depuis les campus ou l'exil, esquissèrent une feuille de route en 5 étapes, rapidement discutée dans les forums chiffrés et reprise par plusieurs chercheurs africains. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré y voyait une tentative sérieuse de transformer l'indignation en méthode, et c'est dans cette logique que le plan se déploya. La première étape consistait à comprendre précisément où, quand et comment les coupures se produisaient. Des universitaires, des ingénieurs indépendants et des journalistes techniques seraient chargés d'enregistrer chaque interruption, chaque ralentissement, chaque redémarrage de serveur. Indicateur. Publication trimestrielle de rapports ouverts. La deuxième étape visait à créer des réseaux maillés capables de résister aux interruptions. Les étudiants et les techniciens pourraient déployer de petites infrastructures parallèles capables de fonctionner en mode dégradé. Indicateur. Temps moyen de résilience lors d'une coupure partielle. La troisième étape proposait la mise en place d'un observatoire civique chargé d'analyser et d'alerter. Juristes, professeurs et associations documenteraient les abus, comparant les données officielles et les données publiques. Indicateurs. Cohérence entre courbes publiques et récits institutionnels. La quatrième étape invitait à une coordination régionale plus large. Les pays du Sahel, de la Corne et du Golfe de Guinée partageraient leurs statistiques d'incidents pour établir un socle commun. Indicateur, adoption d'un cadre continental minimal de souveraineté numérique. Enfin, la cinquième étape soulignait l'importance d'inscrire la dignité numérique comme principe politique. Comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, la technologie sans conscience reproduit la dépendance. Indicateur. Intégration de la littératie numérique dans les programmes éducatifs. Ainsi, la réponse au silence ne devenait plus une réaction, mais une architecture. Et cette architecture collective fermait enfin la boucle ouverte plus tôt. Si l'on comprend le mécanisme d'une panne, on peut empêcher qu'elle devienne un instrument. Dans les rues de Dar es Salaam, les traces de la nuit semblaient s'être dissipées, mais l'empreinte des premiers témoins, le chauffeur de Kariakou et le professeur du campus, persistait comme un fil discret reliant l'avant et l'après. Leur créativité improvisée, leurs gestes simples, leurs relais humains devenaient des symboles silencieux de ce que peut produire une société lorsqu'elle est privée de ses outils habituels. Cette mémoire, née dans le noir, se transmit de voix en voix, de quartier en quartier, comme si chaque pas rappelait qu'un simple échange à voix haute peut parfois contenir plus de vérité qu'un réseau entier. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré regarda un soir une vidéo montrant le chauffeur et le professeur se croisant sur une route animée, chacun portant encore les marques de ses journées irréductibles. Ce plan banal, presque anodin, était devenu un rappel que la dignité ne tient pas seulement dans les grandes déclarations, mais dans la persistance tranquille de ceux qui continuent de transmettre, même quand tout vacille. Et au cœur de cette résonance, une phrase s'imposait. Brève, précise, irréfutable. La vérité marche, même sans signal. Ainsi, le récit ne se refermait pas. Il apprenait simplement à respirer autrement,
à la manière de ceux qui refusent de laisser le silence décider pour eux. Le calme semble revenu à Dar es Salaam, mais il n'a plus la même texture qu'autrefois. Sous la surface, quelque chose continue de vibrer. Un mot, une image, une mémoire née d'une coupure que personne n'avait vu venir. Les étudiants, les familles, les travailleurs ont compris que la vérité ne dépend pas seulement des câbles, mais de la capacité collective à rester attentif, à relier les signes, à ne pas se laisser étourdir par le silence. Ce récit n'appelle ni révolte ni colère, seulement une présence plus lucide face au monde que l'on habite. Car chaque fois qu'une connexion revient, elle offre un instant pour réfléchir à ce que l'on veut préserver: la parole, la dignité, la confiance. Et ces choix n'appartiennent à aucune institution. Ils reviennent à chacun, dans la manière de partager une information, d'écouter une voix, de regarder une image. Le blackout s'est dissipé, mais la conversation commence à peine. Alors, au moment où vous refermez cette histoire, une question demeure, simple et essentielle. Que ferez-vous lorsque le silence reviendra frapper à votre porte?